Bienvenue dans le premier rapport de bataille narrative de la chaîne, qui va faire partie d'une campagne Path to Glory ou du chemin pour la gloire. Mais avant de commencer, je vais un peu vous expliquer le contexte et les règles un peu spéciales qu'on va utiliser. Pour commencer, la campagne va se passer sur la côte ravagée, à un endroit qui se trouve dans la région du vaste aride d'Akshi, le royaume du feu. C'est d'ailleurs justement cet endroit qu'on voit dans la cinématique de la V4, et où se passe aussi la série animée de Sigmar Stall. Cet endroit se trouve tout juste à l'orée de la Rogne, une région que les Skaven ont créée avec un événement qui s'appelle la Malruine. Une sorte d'apocalypse orchestrée par le grand rat cornu et qui a permis à ses serviteurs de faire entrer des parties de leur grande cité dans les royaumes mortels, en anéantissant au passage des régions entières, effaçant presque instantanément des millions de vies, ce qui a créé un pied-à-terre aux Skaven pour les envahir. En réponse, de nombreuses factions, notamment de l'Ordre, ont commencé à affluer vers la chaîne adamantine qui fait face à la Rogne pour ralentir l'avancée des Omra. La côte ravagée est donc aussi en quelque sorte un front dans la guerre contre les Skaven. Mais comme dira Caradron, même au milieu de l'apocalypse, il y a du profit à se faire. L'instabilité tectonique qu'a provoquée la Malruine a aussi rapporté à la surface des choses provenant des profondeurs de la Terre, comme des ruines d'anciennes civilisations ou même encore de la pierre de royaume, de la magie qui s'est cristallisée physiquement. Chaque vore de magie a sa propre version qui a ses propres effets. Même la magie du chaos a sa propre version depuis longtemps, la malpierre, la drogue de prédilection des Skaven. Mais ils ont aussi commencé à la mélanger avec les autres étranges pierres qu'on peut trouver dans les royaumes. Celle d'Akshi, le royaume du feu, s'appelle la pierre de braise, ou l'actracite, et elle peut servir à de nombreuses utilisations. Par exemple, on peut en faire des armes dévastatrices, capables de détruire des spectres ou même des vampires, là où d'autres armes seraient inefficaces. Elle peut aussi servir de conduit arcanique pour des pyromanciens, afin d'augmenter la puissance de leur sort, ou encore servir de source d'énergie pour des machines à vapeur des cités de Sigmar, notamment pour les grands mécaphores, ou même encore pour servir de source de chaleur pour des cités vivant dans des régions arctiques. Pour toutes ces raisons, cette pierre a une immense valeur marchande, et en trouver quelques morceaux peut donc assurer une vie très confortable. Pour des humains en tout cas. Pour ce qui va être des nains et des elfes, il en faudra peut-être un peu plus. Vivre plusieurs siècles ne vous empêche pas de payer des taxes. Normalement, les pierres de royaume sont très dures à obtenir. Il existe de rares filons dans les royaumes et il faut parfois creuser très profondément pour les trouver. Mais c'est là que l'apocalypse de la Malruine a apporté une petite bénédiction cachée. D'énormes morceaux des profondeurs de la Terre ont été ramenés à sa surface, si bien qu'à certains endroits de la côte ravagée, il n'y a plus qu'à se baisser pour les ramasser. Une opportunité si alléchante que certains sont assez fous pour avancer de leur plein gré vers la région de la Rogne, qui est infestée de milliards de Skaven. Donc voilà pour ce qui est du contexte. Maintenant, parlons un peu des mécaniques de jeu qu'on va utiliser. Déjà, au niveau de la structure de la campagne et des lieux qu'on va explorer, sans grande surprise, on va complètement s'inspirer du livre Path to Glory, la côte ravagée. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un nouveau Path to Glory est sorti aussi à Ghiran. Et si je vois que vous appréciez la première campagne, on enchaînera sûrement avec celle-là aussi. La structure qu'apporte la campagne est assez simple. Vous avez plusieurs bandes qui vont récolter différentes ressources au fur et à mesure des batailles, dont notamment de la pierre de braise. Avec ces ressources, les bandes pourront marchander pour faire évoluer leurs personnages, recruter d'autres troupes, créer des armes et des armures enchantées, ou même encore obtenir le contrôle de certains endroits. J'ai pris comme base la campagne de la côte ravagée, mais j'ai fait pas mal de règles faites maison. Car après tout, pour une campagne narrative, autant utiliser le système qui permet le plus de personnalisation possible. Au début, j'ai hésité à utiliser directement les règles du wargame, mais après je me suis dit que pour créer une bande, Mordheim ou encore Warcry serait un peu mieux. Mais le petit truc qui manquait selon moi, c'était des règles qui ne seraient pas forcément à 100% orientées vers le combat. Parce que je voulais créer des objectifs secondaires qui étaient quelque chose d'autre que fracasser le crâne de l'ennemi. Même si vous inquiétez pas, il y aura ça aussi bien sûr. Et au final, sans grande surprise, pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelque temps, j'ai opté pour le système du jeu de rôle de l'âge de Sigmar. Parce que là où les autres systèmes ont quasiment que des aptitudes de combat, le jeu de rôle a ça, mais aussi des options hors combat, comme des règles pour crafter des objets,
traquer des ennemis cachés, dresser des animaux sauvages, décrypter des textes anciens dans des ruines. Vraiment, ça permet d'apporter beaucoup plus de possibilités dans une bataille. Aussi, ça rend chaque profil de personnage plus complexe que dans le wargame, et ça permet même aussi que chaque membre d'une bande soit joué par un joueur. Donc j'espère vraiment que vous allez apprécier un peu ce format de rapport de bataille. Et si jamais vous avez un peu peur de ne pas pouvoir suivre la bataille parce que les règles ne sont pas celles du wargame, ne vous inquiétez pas, quand on parlera des mécaniques, ce sera expliqué très simplement. Et aussi, comme c'est un rapport de bataille narratif, comme son nom l'indique, on va d'abord aussi de toute façon mettre l'accent sur la narration. Et donc, le système de jeu est un peu plus secondaire dans ce genre de cas. Sur ce, passons à la présentation des bandes. Initialement, il va y avoir une bande par grande allégeance au début de cette campagne. Et pour la première bataille, on va avoir l'ordre contre le chaos, représenté par les cités de Sigmar contre les Skaven. La bande des cités de Sigmar est un groupe de réfugiés en majorité originaires de la couronne de l'enfer, la même ville qu'on voit justement dans la cinématique de la V4 de l'âge de Sigmar, et aussi là où s'est passée l'action de la boîte de lancement Scaventide. Ces survivants font route vers l'ouest afin de trouver un endroit où être en sécurité. Certains espèrent de trouver peut-être un refuge à Garde-Braise, qui, aux dernières nouvelles dont ils ont connaissance, est l'une des dernières cités qui a été établie par une croisade Éophore dans la chaîne adamantine. Les Skaven, quant à eux, sont des membres de la Rogne Horde, une nouvelle congrégation de différents clans Skaven, sous l'égide de Vizixcour, le grand prophète du rat cornu. Mais les membres de la bande se sont un peu éloignés de la Rogne Horde afin de mettre la main sur cet étrange malpierre rouge pour leur gain personnel. Mais ils ne sont pas les seuls à s'aventurer sur la côte ravagée en quête de la Brespierre. Des membres du groupe de réfugiés de la couronne de l'enfer cherchent eux aussi des éclats de pierre de royaume malgré leur situation précaire. Car si dans le futur ils arrivent à trouver une colonie ou un abri, ils ne voudraient pas se retrouver à la merci de la générosité de ses habitants et devoir repartir de zéro. Fort heureusement, ils ont pu trouver un filon de braise-pierre qui était ramené à la surface. Cependant, en s'approchant de cet endroit qui était recouvert d'une fine couche de fumée, un reflet de 4 paires d'yeux rouges pouvait se voir à l'horizon. Puis soudain, l'arrivée d'un vent léger a éclairci la vision des deux groupes. Les deux bandes se sont alors repérées mutuellement et se sont aussitôt préparées au combat. Face à la bande des guerriers des réfugiés se trouvaient 2 ponts qui se trouvaient au-dessus d'un ravin de lave en fusion. Un danger mortel autour duquel il faudra faire preuve de la plus grande prudence. Face à eux, le pont de droite mène à une colline légèrement surélevée. Quant au pont de gauche, il mène à un terrain relativement plat qui mène directement vers l'endroit où sont les Skaven. Cependant, face aux Skaven à leur droite, se trouve une immense formation rocheuse qui radie d'une lumière incandescente et d'une chaleur intense, faisant onduler la lumière autour d'elle comme un mirage. Pendant une fraction de seconde, qui sembla durer plus longtemps pour eux, les deux bandes se sont observées pour se jauger, leur souffle et leur cœur s'accélérant alors que l'adrénaline monte. Mais très rapidement, l'un des Skaven est le premier à rompre la tension et à agir. Il porte sur lui toutes sortes d'objets et d'armes et ils émettent des arcs électriques et une lumière verte étrange. Son nom est Glitch Fristache, un technomage débutant. Il a décidé de s'éloigner de la rogne avec le reste du groupe car il est en quête de matériaux et de technologies pour devenir plus puissant, comme de la braise-pierre notamment, mais aussi de puissants artefacts qui semblent avoir appartenu à une ancienne civilisation de choses-hommes. D'après des prisonniers capturés, il s'agit de technologie Aglora quelque chose, mais le nom lui apportait peu, du moment qu'il leur apporterait plus de connaissances. Le premier réflexe de Glitch n'a pas été d'aller au combat. Au contraire, comme tout bon Skaven, il est parti directement là où la pierre brille. Pour lui, la priorité est tout d'abord de se remplir les poches. Et après tout, on n'est jamais trop prudent. Des renforts choses-hommes pourraient arriver d'un moment à l'autre. Ensuite, l'un des guerriers face à eux décide de réagir face au mouvement du Skaven. Il s'agit du chevalier astérian Rem Drakis, un noble guerrier originaire des forteresses des monts Cendre-Neige dans la chaîne adamantine. C'est un courageux guerrier qui cherche à préserver la vie et mener le groupe de réfugiés en lieu sûr. Son premier réflexe est d'aller sur le passage de pierre de gauche afin de renier ce point d'entrée aux ennemis et de protéger ses alliés. De l'autre côté, l'un des Skaven décide de suivre l'exemple du technomage.
Son nom est Skrullk, et il est un apprenti modeleur de chair, Mulder. De manière similaire au technomage, lui aussi est venu dans cette escapade afin de trouver des ressources. Il souhaite être l'un des premiers à mélanger de la malpierre et de la pierre de royaume dans ses créations de chair. Il se dépêche donc aussi dans la direction où la pierre de royaume semble être en plus grande quantité. Après lui, un autre Skaven décide d'agir. Il s'agit d'un assassin du clan Nulix, des clans Eshin, qui se nomme Skitty Slitch. Il a été sélectionné par ses supérieurs afin d'assister le groupe dans la recherche des technologies des anciens choses-hommes. De par son entraînement et sa nature sournoise, son premier réflexe va être de se cacher afin de surprendre l'ennemi. De l'autre côté, le Dwardin du groupe des réfugiés décide d'agir. Il est un vieux maître des runes nommé Kurgan Kraxon. Lui et les membres de son clan, les Marchefeux, sont des Dwardins des empires Khazalites qui ont rejoint l'Exode vers Azir et qui ont participé à la recolonisation des royaumes au début de l'âge de Sigmar, ce qui les a menés à la couronne de l'enfer. Malgré son âge avancé, Kurgan est encore un puissant maître des runes, capable de manipuler les flammes d'Akshi aussi efficacement qu'un pyromancien. Il décide de se déplacer derrière le chevalier Astérian et d'invoquer un manteau de feu autour de lui à l'aide de ses runes, augmentant sa résistance et ne manquant pas au passage d'intimider les Skaven alors qu'il voit les flammes. Mais l'un des Skaven est tout de même un peu plus courageux que la moyenne et va quand même avancer. Son nom est Ygritte et c'est une vermine de choc. Il a été choisi pour protéger et défendre le groupe. Un rôle assez rare chez les Skaven, mais il y en a quelques-uns. Il s'avance jusqu'à un goulot d'étranglement afin de bloquer le passage de l'ennemi d'une manière similaire au chevalier qui lui fait face. Cela va ensuite être au tour de la mystérieuse Preste-Lame qui accompagne le groupe. Habituellement, dans les cités de Sigmar, ces individus font de l'espionnage et des missions plus discrètes. Il va se positionner sur le pont de droite et remarquant qu'il y a des éclats de braise-pierre dessus, il va aussi en profiter pour en extraire un fragment. Cependant, il va sentir une étrange sensation quand il va la prendre dans sa main. La chaleur qu'émane la pierre est intense, mais aussi due à la nature du vent d'Akshi, un frisson de colère viscérale va traverser sa colonne vertébrale. Sa mâchoire se contracte et son sang chauffe. Manipuler de la pierre de royaume n'est jamais sans danger. Après lui va agir une prêtresse nommée Alzir Drake, une prophétesse bénite par le dieu roi et capable d'invoquer ses miracles par sa dévotion. Ce n'est pas une grande combattante, mais elle est là pour protéger et bénir ses alliés. Elle s'avance aux côtés de Kurgan et commence à psalmodier des prières. Klitch, le technomage de son côté, a enfin atteint le filon de braise-pierre et en a extrait un morceau. Tout comme la Preste-Lame, il sent instantanément l'effet de la braise-pierre dans sa main. Puis il va se déplacer derrière la vermine de choc pour avoir une vision sur le combat. Le chevalier Astérian, quant à lui, va se rapprocher à peu près au niveau de la vermine de choc et lui aussi bloquer l'accès, afin de continuer à protéger ses alliés tout en leur permettant d'avancer un peu. Ensuite, le maître Mulder Skrullk va suivre l'exemple de Klitch. Il extrait un éclat de braise-pierre, puis va aussi se placer derrière la vermine de choc. De son côté, à l'abri des regards, le maître assassin Skitty Slitch continue son avancée discrète. Ensuite, le maître des runes Kurgan va s'avancer sur le pont et utiliser ses runes afin de surchauffer l'air autour du chevalier Astérian. Si les Skaven décident d'attaquer, ils auront beaucoup de mal à se déplacer et à respirer. Ygritte, la vermine de choc, quant à lui, hésite à charger tout seul dans cette fournaise et décide de garder sa position en bloquant ce goulot d'étranglement. La Preste-Lame, quant à elle, va ramasser un autre morceau d'éclat de braise-pierre, puis va se rapprocher des Skaven. La prêtresse Alzir, quant à elle, va s'avancer aux côtés de Kurgan, puis tout à coup, alors qu'elle psalmodie des prières, une tornade de nuages et d'éclairs commence à apparaître autour et au-dessus d'eux. Une bénédiction de Sigmar, là pour les protéger. En voyant cela, le technomage Klitch va décider un peu de changer de côté du champ de bataille, puis se rapprocher de la Preste-Lame afin de faire feu sur lui à l'aide de son pistolet à malpierre. Fort heureusement pour la Preste-Lame, le projectile ne fait que les rafler, mais ne fait pas de dégâts trop graves. Le chevalier Astérian de son côté décide aussi de continuer à garder le goulot d'étranglement. Avancer seul derrière les lignes ennemies serait déraisonnable. Le maître Mulder Skrull, quant à lui,
va suivre le technomage et aussi ordonner à sa créature de chair de le suivre. Ensuite, le maître assassin Skitty Slitch décide d'agir et de sortir des ombres. Le chevalier Astérion est surpris alors qu'il sent une douleur aiguë dans son dos. En se retournant, il voit le sourire malicieux de l'assassin Skaven alors qu'il a planté sa lame dans les interstices de son armure. À la vue de son compagnon blessé, Kurgan utilise ses runes pour tirer 2 traits de feu afin de brûler l'assassin. Les 2 projectiles touchent et blessent grièvement Skitty Slitch. Sigrid, de son côté, commence à avoir une ouverture et se prépare à attaquer Astérion lorsque sa garde sera baissée. La Preste-Lame, quant à elle, voyant l'assassin en mauvaise posture, décide aussi de tirer 2 carreaux d'arbalète sur lui. Les 2 projectiles le touchent aussi dans l'épaule et dans la jambe, et l'assassin Skaven semble être au bord de la mort. La Preste-Lame va ensuite reculer vers le pont pour se mettre plus en sécurité. La prêtresse Alzir, quant à elle, continue de psalmodier pour maintenir son dôme. Glitch, le technomage, va voir cela et va le poursuivre, et tire de nouveau sur lui avec son pistolet à malpierre, le touchant à l'épaule cette fois. De son côté, Astérion, alors qu'il récupère encore du coup qu'il a pris de l'assassin, a un manque d'attention pendant un instant, ce qui permet à Sigrid de le frapper par surprise. L'impact du coup qu'il lui inflige est légèrement atténué par l'armure d'Astérion. Mais il n'a pas été aussi douloureux que l'assassin. C'est pourquoi le chevalier considère que la plus grande menace reste justement celui qui l'a poignardé dans le dos. Et il décide donc de le frapper à 2 reprises avec sa hache. Les blessures sont telles que Skitty Slitch tombe au sol inconscient, aux portes de la mort. De son côté, Skrullk, sans trop de sentimentalité, pense que la Preste-Lame est une proie plus intéressante, car il voit qu'il a ramassé des éclats de pierre de royaume qu'il voudrait lui prendre. Il tente de l'attaquer avec son arme d'ast, mais le rate malheureusement. Skitty Slitch, quant à lui, est toujours en train d'agoniser, et par chance, à l'aide d'un soudain sursaut d'adrénaline, il se lève et commence à fuir. Kurgan, voyant que l'ennemi le plus dangereux pour Astérion est la vermine de choc, décide d'utiliser ses runes pour chauffer son armure et le faire cuire intérieurement. Sigrid ressent alors une douleur intense alors que son armure elle-même le brûle. Enragé, il se jette sur Astérion qui est dans un mauvais état depuis l'attaque qu'il a subie de l'assassin. Sigrid lui assène un coup avec son arme d'ast et le chevalier tombe un genou à terre. La vermine de choc lève de nouveau son arme afin d'achever son ennemi. Mais soudain, la voix de la prêtresse Alzir résonne, tel le tonnerre dans la tempête. De par sa bénédiction du dieu roi, elle est capable d'entrevoir l'avenir et a vu la fin d'Astérion arriver une fraction de seconde en avance. Elle prévient Astérion de baisser sa tête et la force de sa voix surprend Sigrid, ce qui le fait rater in extremis. Le Preste-Lame, quant à lui, voyant que son adversaire n'est pas trop dangereux, décide de ramasser un autre éclat de Brespierre, puis continue à reculer. À ce moment-là, le moral des Skaven commence à faiblir. Leurs ennemis invoquent la tempête et le feu, leur guerrier en armure ne veut pas tomber, et l'un des leurs est en piteux état. Ils décident donc de faire demi-tour et de battre en retraite. Ils ont, cela dit, pu se procurer quelques éclats de Brespierre au passage. Le groupe de combattants des réfugiés décide de ne pas les poursuivre, car quand il y a un Skaven, il y en a généralement beaucoup d'autres non loin. Ils ont eux aussi réussi à amasser quelques pierres et décident de retrouver les autres réfugiés et continuent leur chemin en direction de Garde-Braise. Voilà donc la fin de cette bataille qui aura été remportée par les cités de Sigmar. J'espère que vous aurez apprécié ce premier rapport de bataille et si je vois que ça vous plaît, on en fera sûrement d'autres. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci infiniment aux membres et tipeurs qui soutiennent la chaîne. Sur ce, à la prochaine!